Chers invités, chaque année, au mois de novembre, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat ou Global Entrepreneurship Week inspire des millions de personnes partout dans le monde, à travers des actions locales, nationales et mondiales, destinées à aider les entrepreneurs à exploiter leur potentiel et à en faire des innovateurs et des acteurs du changement. Jocolab Bamako est fier d'être le partenaire de cet événement depuis 2016. Le village de l'entrepreneur, c'est 3 jours dédiés au cycle de vie de l'entrepreneur. Il s'organisera autour de 5 étapes incontournables d'un projet entrepreneurial, notamment l'idéation, le business model, le pitch, la formalisation ainsi que la levée de fonds. Chaque étape sera ponctuée d'ateliers de renforcement de capacités par des experts du secteur. À travers un appui direct aux PME, nous voulons aussi renforcer le niveau technique et financier de ces mêmes PME pour qu'elles puissent monter en puissance et devenir autonomes et rentables à moyen terme. Je sais qu'au cours de cet événement, il y aura 2 panels dans lesquels des jeunes entrepreneurs pourront partager leurs expériences avec l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de vous plaindre. Moi, je ne serai plus là, mais mon collègue Mitya, qui est là au premier rang, il acceptera toutes vos critiques constructives, vos suggestions pour améliorer notre appui. Cette semaine, ici à l'Azalai Hotel, on aura le village de l'entrepreneuriat. Et en fait, ce sont des jeunes qui viendront ici, entre eux, discuter sur qu'est-ce que c'est entreprendre et surtout quels sont les moyens de surmonter les défis. Et nous avons eu un témoignage très important. Une jeune fille, Aminata, elle a essayé, elle a eu un échec et puis elle a tiré les leçons. Et avec l'appui de bons conseils de certains spécialistes, elle est parvenue à monter une entreprise de production et d'exportation de beurre de karité. Et aujourd'hui, elle n'était pas avec nous, on l'a vue sur une vidéo, mais aujourd'hui, elle est à Singapour et elle exporte réellement des produits maliens. Et donc, je crois que cette histoire, elle doit inspirer beaucoup de jeunes qui sont ici cette semaine pour vraiment apprendre. Parmi eux, ils vont faire des réseautages, mais aussi ils vont avoir accès à des spécialistes qui vont par exemple leur montrer le chemin pour obtenir un financement et surtout pour savoir comment faire pour non seulement produire mais aussi commercialiser leurs produits. Et c'est là où l'Union européenne veut absolument être présente à leur côté pour appuyer ce genre d'initiatives qui apportent des solutions à court terme et à moyen terme. Nous avons des points de vente, c'est des supermarchés ou des pharmacies sur l'étendue du territoire. Le deuxième canal, c'est à travers des femmes revendeuses. C'est nos ambassadrices. Elles ne sont pas forcément à Bamako, elles sont dans les régions également. Elles nous servent de représentation, notamment pour la commercialisation de ces serviettes. Ça leur permet, elles, d'avoir un complément de revenus. Nous, ça nous permet de distribuer nos serviettes dans ces zones-là. Et surtout, on le sait, dans une société, je le disais tout à l'heure, patriarcale comme le Mali, ce n'est pas toujours évident de parler des règles ou d'aller acheter sa serviette. Nous avons tous cette astuce de souvent aller voir le boutiquier, mettre sa serviette dans un sachet plastique parce qu'on a honte que ça se voit. Donc les ambassadrices vont directement au contact de la femme pour commercialiser les serviettes et discuter, échanger sur toutes les techniques, etc. Ensuite, en zone rurale, aujourd'hui, les partenaires au développement nous sont d'une grande utilité. Ils achètent les serviettes avec nous et ensuite ils distribuent en milieu rural. À côté de ça, on fait également des formations sur la confection de ces serviettes hygiéniques réutilisables afin que les femmes aient une activité génératrice de revenus pour elles
mais au-delà de ça, qu'elles puissent offrir des serviettes hygiéniques convenables aux femmes de leur communauté. Donc voilà comment nous commercialisons les serviettes. Et justement, le programme IPAS, qui est financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne dont je parlais, nous aide également aussi dans ce processus-là, notamment à travers un accompagnement très personnalisé. On voit souvent le personnel de Zira Capital qui vient nous voir, qui nous aide justement, qui nous accompagne auprès des femmes rurales pour faire la commercialisation de nos serviettes, nous donner des astuces, etc. Donc voilà, c'est vraiment des accompagnements très personnalisés. Quant à ta question, un jeune qui a une idée de projet, malheureusement nous on n'accompagne plus les idées de projet, on accompagne des projets. Peut-être parce qu'on s'est rendu compte pendant longtemps qu'on perd assez de temps à accompagner des idées. C'est à un moment donné, on a 99% de casse, pas forcément au manque d'accompagnement ou au manque d'accès au financement, mais dû uniquement au manque de persévérance de l'entrepreneur lui-même. Donc du coup, pour nous, la plupart du temps, on le fait gratuitement. Soit on prend de l'argent chez un bailleur pour l'accompagner, soit on prend notre propre temps pour accompagner une idée. Et dans la plupart du temps, les personnes abandonnent l'idée au bout d'une année. Donc on s'est dit, bon, est-ce que c'est un bon modèle pour nous? Parce qu'il faut qu'on soit à un moment donné rentable aussi. Vu que l'entrepreneur n'a pas forcément les moyens de payer son accompagnement et des bailleurs comme Mitian ne seront toujours pas là. Et on a une structure aussi qui est appelée à être autonome, qui est appelée à être rentable. Donc on s'est dit qu'on va désormais accompagner des porteurs de projets qui ont des business qui sont formels déjà, qui génèrent des revenus, mais pas forcément beaucoup de revenus, qui génèrent un peu de revenus. Et nous, on se dit peut-être qu'on peut avoir une valeur ajoutée en boostant ces projets-là, en l'aidant à aller plus loin et à lever plus de fonds. Donc du coup, aujourd'hui, on fait plus de l'accélération que de l'incubation. Quand vous êtes en face des financiers qui, par exemple, ont des visions à très court terme et vous cherchez des investissements à long terme, vous savez qu'on nous envoie dans des banques qui n'ont pas vocation de financer le long terme. Donc d'emblée, on peut savoir, à partir des études techniques et de l'appui technique que vous avez, à quelle structure vous adressez, ça va vous raccourcir le va-et-vient entre les structures. Nous avons mené une étude sur une dizaine de filières et donc notamment nous avons choisi le karité pour le potentiel qu'il a. L'usine a vu le jour en 2020. Nous avons commencé la production. Nous, dans le cadre de Malichi, nous entreprenons en tant qu'industriels, mais également dans l'agro-business. Donc le secteur bancaire local ici est assez frileux quand il s'agit de se lancer dans ce type de financement-là. Et des acteurs comme l'Union européenne qui financent en fait avec d'autres structures des fonds d'impact, notamment destinés au financement de l'agro-business, en fait, peuvent venir combler, si vous voulez, le manque de financement qu'on peut avoir localement ici au Mali. Donc nous, Malichi, nous avons bénéficié d'un prêt de l'ABC Fund, Agri-Business Capital Fund, qui est cofinancé par l'Union européenne. Et ça nous a permis de financer une partie de notre besoin en fonds de roulement. Donc c'est un financement que nous avons complété avec d'autres fonds internationaux et quelques banques locales. Puis c'est le secteur pourvoyeur d'emploi. C'est l'entreprise, c'est là où on transforme la matière première. L'entreprise, c'est le défi de réaliser des chiffres d'affaires localement avec notre coton. L'entreprise, ça permettra au moins peut-être d'exploiter un jour notre or sur place. Tous les produits d'importation, d'exportation que nous avons aujourd'hui ont besoin d'être transformés sur place. Et quand on prend aussi l'agro-industrie, qui est aujourd'hui un secteur très très vaste, parce que 80% de la population malienne est paysanne, donc ça veut dire que nous importons beaucoup de nourriture, beaucoup de produits finis. Donc je dis que les défis africains et dans la sous-région, aujourd'hui nous avons l'IMOA, qui est un espace économique de plus de 300 millions de consommateurs. Donc c'est vraiment des occasions sur lesquelles qui sont des atouts aussi. Vous savez que dans des pays pauvres, il y a plus d'innovation. Parce que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, ce qui fait que nous sommes obligés de réfléchir plus que les autres.
et de créer de nouvelles avancées. On arrive à fidéliser nos clients, on arrive à faire aimer les céréales maliens par d'autres qui ne sont pas maliens, qui sont américains, européens. Donc je pense que la qualité est la base de notre réussite. On essaye en grandissant parce qu'on perd beaucoup en grandissant parfois. Mais en grandissant, si on garde toujours la même qualité, le même process, c'est pourquoi la formation elle est importante et que l'écrit est important. Et avoir des diagrammes bien précis du processus de transformation, c'est que la plupart des entreprises n'ont pas. Nous, on a des diagrammes qui font que ce n'est pas un homme qui est l'entreprise. C'est pas un personnel, dès qu'il est parti, l'entreprise ne garde pas la même qualité. Donc on a fait de sorte qu'il y ait une traçabilité de la production, de la qualité qui soit maintenue, quels que soient les hommes qui viennent travailler pour nous. Nous étions dans un salon à Abidjan. Ça a été notre première expérience de ce salon-là, le salon de l'agriculture d'Abidjan. Notre stand était très animé, on avait beaucoup d'affluence, les gens venaient y voyaient. Et à chaque fois que les étrangers venaient à notre stand, quand ils voient nos thés, ils goûtent. Et la première des choses qu'ils font, ils regardent automatiquement c'est fabriqué où. Quand ils voient Made in Mali, la première chose qu'ils disent, non, ni tu sais qu'à Mali là-haut. Ni, ah non, ça c'est trop beau, ça ne peut pas être fait au Mali. Donc, j'ai eu cette remarque 1, 2, 3 fois. J'ai dit, le marché est là, à Abidjan. Aujourd'hui, je vous dis que les quantités que je vends en Côte d'Ivoire, je ne vends pas la même quantité au Mali. Je vends plus en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Je vends plus à l'export qu'au Mali. Mon marché international représente aujourd'hui plus de 80% de mon chiffre d'affaires, ce qui fait que l'embargo là nous a annexés. Ça nous a annexés parce que toutes les exportations étaient arrêtées pendant beaucoup de temps. Donc à l'international, nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous sommes présents au Sénégal, dans les grandes chaînes comme Auchan, Carrefour. Et au Niger, nous sommes également présents au Burkina. Ils travaillent très bien au Burkina dans tous les salons VIP. Les grandes alimentations, on trouve nos produits là-bas. Nous faisons des conteneurs sur la France et nous avons également un distributeur aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que le produit vraiment il s'exporte très bien et il est aimé beaucoup, surtout par la diaspora.